Je vous propose d'accueillir maintenant tout de suite Charles Anderlin, pendant une trentaine d'années, le correspondant en Israël de la chaîne de télévision France 2. Bonjour Charles, un grand merci d'être avec nous dans Kiosque depuis Jérusalem. Merci d'être avec nous, bonjour. On pourrait dire, vous allez nous dire si vous êtes d'accord avec ça, Charles, tout ça pour ça en Israël, comme c'était prévisible, les secondes élections législatives en 5 mois mardi n'ont pas permis de dégager de majorité claire, ni au Likoud du Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, ni au nouveau parti bleu-blanc de l'ancien chef d'état-major de l'armée, Benny Gantz. Alors tous deux acceptent le principe d'un gouvernement d'union nationale, sauf que chacun revendique la victoire et chacun revendique le poste de Premier ministre. Lors des élections, j'ai appelé à la mise en place d'un gouvernement de droite. Malheureusement, les résultats montrent que cela n'est pas possible. Le peuple n'a pas tranché entre les deux blocs. Benny, nous devons mettre en place un gouvernement d'union le plus large possible aujourd'hui. Le peuple attend de nous deux que nous prenions nos responsabilités et que nous agissions en coopération. Je suis intéressé et compte former un gouvernement d'union large et libéral, présidé par moi-même, un gouvernement qui exprimera la volonté du peuple et nos promesses fondamentales envers lui. Nous ne nous soumettrons à aucun diktat. Charles, je me tourne tout de suite vers vous. Un gouvernement d'union nationale, vous y croyez? Ça paraît possible? Tout à fait, je crois qu'il n'y a pas d'autre issue. Mais pour comprendre ce qui vient d'arriver en Israël, je crois qu'il faut revenir à ce qui s'est passé en avril dernier, après la dernière élection. Avigdor Lieberman, le patron du parti russophone Israël Notre Maison, s'est tout à coup réveillé. Il a décidé de ne pas entrer dans la coalition que préparait Benjamin Netanyahou, donc avec le Likoud de la droite, les ultra-orthodoxes, les nationalistes religieux, parmi lesquels plusieurs messianiques. Par exemple, le ministre de l'Éducation, nationaliste religieux, voudrait créer tout simplement une université de messianisme. Le ministre des Transports, lui, veut instaurer la théocratie en Israël. Avigdor Lieberman a dit « je ne veux pas ça » et c'est lui qui a obligé Netanyahou à renvoyer le pays aux urnes. Cela s'est passé donc cette semaine. Donc c'est l'impasse qui se répète, Charles, finalement. 5 mois plus tard, on est dans la même situation? Pas tout à fait, parce que Benjamin Netanyahou est dans une position beaucoup plus faible. S'il peut effectivement présenter une coalition très bétonnée avec les orthodoxes, les ultra-orthodoxes, les religieux, le Likoud, il n'arrivera pas, ni peut-être même à faire élire un nouveau président de la Knesset issu de son parti. Il n'a pas de majorité au Parlement et cette fois, je ne vois pas, par exemple, la liste arabe qui quand même a fait 13 mandats, qui a réussi à renforcer son score. Je ne vois pas la liste arabe faire partie commune avec le Likoud. Charles, vous restez évidemment avec nous, vous intervenez quand vous voulez. Pierre, cette mort politique de Benjamin Netanyahou a été annoncée de très nombreuses fois, donc on ne va pas s'y risquer. Mais est-ce que là, quand même, il s'est un petit peu grillé avec cette élection et avec la campagne qu'il a menée? C'est-à-dire que ça fait quand même plusieurs années qu'il essaye de trouver un espace politique un peu toujours plus à droite, un peu toujours plus dur, pour former une coalition de droite avec différentes contingences. Ce qui fait qu'à un moment, sa rivalité, c'était plutôt à l'extrême droite. Aujourd'hui, c'est plutôt au centre, entre guillemets, même si ça ne veut pas dire grand-chose. Il a fini par creuser sa propre impasse, en fait, au fur et à mesure des élections. Moi, je me souviens, il y a quelques années, le grand concept porté par le Likoud, c'était le renouveau du sionisme, hein, voilà, qui était sioniste, nous étions sionistes et les autres n'étaient pas sionistes, c'est comme ça qu'ils ont fait campagne. Aujourd'hui, c'est sur ces histoires d'annexion d'une partie de la vallée du Jourdain, de la Cisjordanie, etc. Promesses électorales. Ce sont des promesses électorales qui ne sont pas tenables, ce sont toujours des calculs politiques qui, à la fin, menacent de craquer. Bon, au fur et à mesure, forcément. Mais quand même, pourquoi je posais la question? Parce qu'il a fait une campagne assez outrancière. C'est l'échec de sa stratégie de surenchère, clairement. Dans la dernière ligne droite de la campagne, lorsqu'il annonce qu'il va
pas annexer purement et simplement la vallée du Jourdain et le nord de la mer Morte. C'est un signe qu'il envoie à l'électorat le plus extrémiste, et cet électorat-là ne se porte pas forcément sur lui, et donc on se retrouve avec ce paysage très éclaté, et même en nouant des alliances avec les partis religieux et avec les partis d'extrême droite, il n'arrive pas aux 60 représentants à la Knesset qui lui permettraient d'avoir une majorité. Il est mis aussi en difficulté par l'émergence de la liste unifiée, cette liste qui rassemble juifs et arabes, qui est conduite par le communiste Ayman Odeh, qui obtient 13 députés, c'est énorme. Et cet électorat arabe s'est beaucoup mobilisé, beaucoup plus qu'en avril, pour faire barrage à Netanyahou. Charles, est-ce qu'on peut dire que Benjamin Netanyahou a fait peur à une partie de son électorat? Est-ce que l'après-Netanyahou est un peu dans tous les esprits sur place? Oui, absolument. Cela dit, pour revenir à cette affaire de l'annexion dans la vallée du Jourdain, le gouvernement israélien n'a aucun intérêt à annexer de jure formellement la vallée du Jourdain, puisque c'est déjà fait. De fait, sur le terrain, aucun Palestinien ne peut construire dans la vallée du Jourdain, et une annexion formelle ne produirait que des réactions internationales, voire une crise avec la Jordanie et peut-être même avec l'Égypte, les deux pays avec qui Israël a des traités de paix. Donc c'était un argument absolument électoraliste, et la droite, l'extrême droite, ne l'a absolument pas pris au sérieux. Et l'après-Netanyahou, Charles, c'est dans tous les esprits? C'est ce qui est en train de se passer en ce moment en Israël? C'est ce qui se prépare, ce qui se dessine? La fin de Netanyahou, oui, peut-être. Vous savez, un commentateur israélien a dit récemment « Netanyahou est blessé, mais attention, c'est un lion blessé. Il a encore plus d'un tour dans son sac et il va se battre. » Il faut dire qu'au bout du chemin, il y a la possibilité de finir en prison le 2 et le 3 octobre. Ses avocats vont rencontrer le procureur général pour essayer de le persuader de ne pas traduire leur client en justice. Donc il y a ça. Maintenant, Netanyahou a aussi compris qu'avec la configuration actuelle de la Knesset, il ne parviendra pas à faire voter une loi d'immunité qui le mettrait à l'abri de poursuites judiciaires. Donc l'affaire est sérieuse. On laisse glisser des idées selon lesquelles il pourrait conclure un accord avec le procureur général. Je démissionne, vous annulez tout et je vous laisse à quelqu'un d'autre le soin de former un nouveau gouvernement. On en discute, mais on n'en est pas là, en tout cas pas encore. Attention, ce n'est que dimanche que le président de l'État, Reuven Rivlin, va entamer ses consultations avec les partis politiques et il devra décider à qui il va demander d'essayer de former un gouvernement. Ziad. Si on essaye d'ouvrir le cadre, moi je pense que ce qu'on peut dire, c'est que ça fait 2 fois de suite que le Premier ministre Netanyahou demande aux électeurs israéliens de lui donner carte blanche, et ça fait 2 fois de suite que l'électorat israélien lui dit et que c'est pas simple et qu'on te donnera pas carte blanche. Donc moi je pense que c'est comme ça qu'on peut le lire. Il n'est pas battu, il n'est pas fini. Et Charles a parfaitement raison. Le lion est blessé, il connaît comment ça marche, il peut rebondir, mais quand même ces 2 échecs successifs. Et là, il n'est plus le premier parti. Il y a un premier parti qui est devant lui. Ça, je pense que la première chose. La deuxième chose, je pense que comme d'habitude, la Palestine n'est pas dans ces élections, on n'en parle pas, on avance petit à petit vers l'État, je ne sais pas quoi, unique, je ne sais pas comment on pourra l'appeler quand il verra le jour ou comment il verra le jour, mais c'est quand même très important. Et le signe que ce dossier est en train de bouger, c'est justement l'évolution du vote arabe en Israël, parce qu'on sent une sorte de changement dogmatique très important. C'est-à-dire on ne participe pas à ces élections, ça c'était le passé. On ne fait pas d'alliance, y compris avec des Israéliens proches de nous sur le plan des idées. Et là, ça change. Et donc cette modification du jeu électoral sur lequel Netanyahou a d'ailleurs essayé de jouer, comme d'habitude, en disant attention, les Arabes débarquent, il faut faire attention. Mais là, ça existe maintenant. Charles, vous abondez dans le sens de Ziad, je crois. Non, je ne suis absolument pas d'accord. Si vous regardez d'ailleurs les arguments électoraux de la liste conjointe des 3 partis arabes, leurs principaux arguments, c'était nous, les citoyens, les Palestiniens d'Israël, développer notre économie, nos droits sociaux, l'égalité, annuler la loi discriminatoire votée l'année dernière par Benjamin Netanyahou, qui l'a fait voter par la Knesset, sur Israël, État-nation du peuple juif, qui accorde des droits moindres à la minorité arabe et d'ailleurs aussi aux Druzes.
Et d'ailleurs, l'affaire palestinienne n'a absolument pas été évoquée dans la campagne électorale de la liste arabe. Je crois plutôt d'ailleurs que l'affaire palestinienne, même l'équipe de Benny Gantz, non seulement n'en parle pas, mais comprend un certain nombre de personnalités qui sont très à droite, issues d'un Likoud dur, républicain certes, démocratique, mais qui refuseront toute création d'un État palestinien et de négociation. Je crois effectivement que l'on évolue de plus en plus vers une forme d'État binational qui déboucherait peut-être d'abord sur une forme d'apartheid. Dans cette société israélienne qui évolue, il y a aussi un certain nombre de fractures. Il y a celle-là, il y en a d'autres aussi. On a vu que pendant la campagne, les arguments religieux ont pris beaucoup de poids. Est-ce que c'est la principale fracture aujourd'hui en Israël ? Écoutez, je crois oui. Nous avons eu il y a quelques jours une nouvelle information fondamentale avec l'ouverture de cette année scolaire. 41% seulement des enfants juifs sont entrés en première année du primaire israélien laïque. Les autres sont allés dans le primaire d'État religieux ou dans les écoles ultra-orthodoxes. Donc la laïcité israélienne est effectivement en complète perte de vitesse. Et quand on voit, d'ailleurs, je vais me permettre un ou deux sondages, en 2015-2016, nous avons eu un sondage fondamental. Est-ce qu'en Israël, la halakha, la loi juive, doit être prépondérante? Est-ce qu'Israël doit être une théocratie? 64% des juifs interrogés ont dit non, 86% des orthodoxes ont répondu oui, ainsi que 69% des religieux sionistes. On en est là. Donc la possibilité d'un gouvernement beaucoup moins dominé par les religieux, par les orthodoxes, qui serait dirigé peut-être par Benny Gantz, oui, cela pourrait changer peut-être des choses dans l'évolution de la société israélienne. Pierre ? Les fractures au sein de la société israélienne, elles vont... Enfin, c'est même plus des fractures, ce sont des gouffres. On n'est déjà plus dans l'époque de 2011 où il y avait des manifestations importantes au moment du printemps arabe à l'été 2011, où déjà, entre les colons et les religieux, personne ne voulait des religieux, mais entre les colons et la gauche, entre les colons, la gauche et les arabes, etc., tout ça était déjà très fort. On est déjà encore plus loin que ça. Mais juste pour revenir aussi sur la question du vote liste unie et tout ça, ce qui est intéressant, c'est que ça se construit depuis des années, ça, maintenant. C'est pas un phénomène qui est opportuniste de cette élection. Ça fait des années qu'il y a un programme conjoint qui se construit, des échanges qui sont faits, et le résultat de ce nombre de députés, 13 députés, il vient aussi d'un processus politique qui, pour le coup, est un vrai processus politique qui transcende les élections. C'est assez intéressant. Je crois que cette crise politique et ce blocage-là, il est effectivement au miroir de la crise qui traverse une société qui est ultra militarisée, qui s'est beaucoup radicalisée ces dernières années, qui est confrontée à des lourds problèmes sociaux aussi. Les manifestations de l'avenue Rothschild à l'époque l'avaient montré. Et le rejet de Benjamin Netanyahou, qui se flattait d'avoir une longévité au pouvoir égale à celle de Ben Gourion, son échec, il est aussi sur ce terrain-là, sur le terrain de réponses sociales qui n'ont pas été apportées. Charles, on va conclure avec vous. Ce qui se joue aussi un petit peu en filigrane en Israël en ce moment, c'est son caractère démocratique. Oui, tout à fait, avec la question fondamentale, est-ce que Israël est un État juif et démocratique ou démocratique et juif? C'était pour Netanyahou, et je me rappelle, il l'a fait voter l'année dernière. Israël est d'abord un État juif. Alors la question est-ce que l'Israélien se considère d'abord comme Israélien ou d'abord comme juif? 59% des laïcs en Israël ont répondu nous nous considérons d'abord comme Israéliens. 20% seulement ont dit nous sommes juifs d'abord. Et pour l'ensemble de la population juive, 46% se disent d'abord juifs. Donc il y a cette évolution vers la religion qui débouche également sur la question de la démocratie. Un autre sondage qu'on a eu, 53% des juifs israéliens étaient en faveur de l'autorisation de la liste raciste, la puissance juive, et 47% étaient en faveur de l'interdiction de la liste arabe. Donc la crise démocratique est là, et je crois qu'avant même la grande question de la paix ici, la question, c'est Israël, le combat pour la démocratie.
Merci beaucoup Charles Anderlin d'avoir été avec nous depuis Jérusalem. Je vous dis à très bientôt. Vous allez bien sûr suivre cette situation politique de très près d'où vous êtes. À très bientôt. Merci. Bonne soirée. Merci.